Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue pour notre rendez-vous mensuel dans l'émission Confidence pour Confidence. Nous allons parler d'écriture ou plus particulièrement d'atelier d'écriture avec notre invité du jour. Et c'est une jeune femme pétillante que j'ai rencontrée lors d'un atelier d'écriture qu'elle animait. Passionnée de lecture et d'écriture, ses mots se promènent en liberté dans son laboratoire des lettres et font des papillons de mots, des couleurs, des mots, des voix qui se baladent dans son univers métissé de contes antillais. Les ateliers d'écriture d'Isabelle Canor sont des échanges, des papiers froissés, des mots murmurés, presque susurrés, ou bien criés. C'est un lit d'émotions ou un torrent, des yeux humides ou des éclats de rire. Notre invité va nous parler aujourd'hui de la puissance de l'écriture. Pourquoi participer à un atelier d'écriture ou pourquoi écrire tout simplement? Bonjour Isabelle Canor. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Confidence pour Confidence. On aimerait bien savoir ce que vous nous concoctez, ce que vous expérimentez dans votre labo des lettres, Isabelle. Alors, le Labo des Lettres, pour le présenter, c'est un laboratoire, effectivement, comme vous l'avez dit, Fabienne, d'expérimentation de l'écriture. Un laboratoire où on mélange les lettres, les mots, les savoirs froids, les savoirs chauds, les émotions, les confidences, pour les confidences. Et c'est une association, techniquement parlant, qui a vu le jour au mois de mai dernier, mai 2016, et dont l'objet... C'est tout récent, alors. C'est très récent, c'est très très récent, et dont l'objet, en fait, est de promouvoir l'écriture par le biais des ateliers d'écriture, mais aussi par l'aide, ce qu'on appelle plus généralement l'accès au droit, donc écrivain public. D'accord. Donc on va faire un retour vers le passé tout d'abord pour que nos auditeurs comprennent qui vous êtes et votre parcours. Alors vous êtes né à Orléans il y a 48 ans dans une famille antillaise. Et quel genre de petite fille étiez-vous ? Alors j'étais une petite fille très sage, voilà, très très sage, très réservée, avec deux sœurs beaucoup plus agitées que moi. Et en fait, la vie que j'avais dans cette famille, dans ma famille, c'était une vie centrée sur la lecture, sur l'instruction, sur le savoir-être, presque le savoir-paraître, malheureusement. Mais voilà, et mes parents ont fait des grandes choses, ont réalisé trois belles choses, on va dire, trois belles jeunes femmes, on va dire. Et en fait, j'étais souvent avec des livres, avec des pensées, quelqu'un de très, très introverti, jusqu'à mes 17-18 ans, où j'ai retrouvé la parole, on va dire. Donc on voit que la lecture a eu une place importante déjà dans votre enfance. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre livre d'enfance ? Ah, les livres d'enfance. Alors, j'ai des souvenirs d'une petite fille qui s'appelait Mili Mali Malouf. C'était, je crois, la bibliothèque rose. Oui. C'était une toute petite fille. Sa mère était couturière, lui faisait des robes et il lui arrivait plein d'aventures extraordinaires. J'ai le souvenir des ratons laveurs, une petite collection. Je me souviens plus de cette collection. Et puis Martine, les oui-oui. Célèbre. Voilà. C'est ma génération. Alors, on va accélérer dans le temps. Et vous sortez de l'université avec en poche un Master 2 en droit notarial et un Master 2 en gestion des entreprises. Puis, vous occupez des postes alliant droit et gestion dans l'accompagnement et la formation. C'est assez loin des ateliers d'écriture, non ? Oui, et pas tout à fait en même temps. Alors voilà, j'ai une formation juridique. Et quand on est juriste, on écrit beaucoup. Voilà, on écrit des synthèses, on écrit des argumentaires. Donc en fait, je pense que ma première école d'écriture, ou ma deuxième, je dirais la première, c'est celle de ma famille. Et la deuxième école, ça a été quand même les bancs de l'université, de la fac de droit d'Orléans, qui m'a donné aussi des outils pour écrire différemment, pour écrire une écriture plus technique, plus scientifique, plus orientée, voilà, tout simplement. Mais j'ai beaucoup écrit dans le droit en faisant mes études.
Oui, donc vous commencez plutôt avec une écriture plus sérieuse, si je puis dire, plus technique. Oui, tout à fait. Mais qui est quand même de l'écriture et qui finalement me poursuit encore puisque c'est une façon de penser, une façon de raisonner, une façon d'argumenter, et qui se retrouve aussi beaucoup dans mes écrits. Alors professionnellement aujourd'hui, mais peut-être aussi dans ma façon de construire, par exemple, mes ateliers, où j'ai tendance à faire des plans, à faire des sous-parties, à faire des parties plus ou moins équilibrées, à rechercher le sens cohérent de mon atelier. Donc c'est peut-être ce qui me reste du droit, que je pratique encore, mais en tout cas, c'est ce que m'a appris le droit. Quelque chose d'assez structuré. Structuré, voilà. Donc c'est pas finalement si éloigné de l'écriture. On reste sur la forme. Oui, tout se rejoint à un moment donné. Dans le fond, je ne fais pas des ateliers sur le droit. Encore. On espère. Ça pourrait être novateur. Tout à fait. Mais c'est en 2011 qu'il y a là une véritable rupture. Vous quittez Orléans brusquement et vous partez pour Bordeaux. Et comme a dit Aimé Césaire, c'est le voyage jusqu'au bout de soi qui nous fait découvrir l'ailleurs et le tout. Quel rapport faites-vous entre ce voyage et l'écriture ? Le rapport que je fais, c'est que c'est certainement le plus grand voyage de ma vie, même s'il ne se compte qu'en quelques kilomètres finalement, à peu près 400 ou 500 kilomètres. Et en même temps, c'est un départ, une rupture qui m'a permis de sortir de moi, de sortir des carcans que je m'étais fixés pendant une quarantaine d'années, de me découvrir et finalement la finalité du voyage c'est d'aller à la rencontre des autres et finalement j'ai découvert dans ce voyage que la plus grande étrangère, la première autre de ma vie c'était moi finalement et c'est cette rupture qui a créé un ressort par rapport à l'écriture qui m'a permis justement de passer d'un état à quelque chose d'écrit, quelque chose de plus introspectif, de plus intérieur, que je possédais probablement avant, mais qui ne s'exprimait pas de cette façon. Oui, on peut dire que c'est presque un voyage initiatique finalement. Tout à fait, c'est un voyage, c'est vraiment le voyage dans mon pays natal. Et j'ai le sentiment de revenir vers moi. C'est pas fini, le voyage n'est pas fini. Il ira encore très très loin, j'espère. Mais en tout cas, le voyage n'est pas fini. Et je sens qu'il ne fait que commencer. Mais c'est ce départ qui m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout de moi. En tout cas, d'y tendre. Oui, parce qu'à Bordeaux, vous faites en fait un voyage géographique, mais aussi un voyage intérieur. Et vous vous replongez dans vos racines antillaises, c'est ça ? Voilà. Tout à fait. Et vous vous investissez dans la question mémorielle de l'esclavage. Vous travaillez sur la mise en scène de textes écrits par des auteurs proche de la question de la condition des femmes noires. Et vous faites un spectacle lu par 10 femmes de parole non professionnelles ? Non professionnelles pour la plupart, à l'exception de une ou deux, mais qui n'ont pas l'habitude d'une scène régulière. Et en fait, donc ce spectacle a été créé à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il y a 2 ans. Donc une commémoration qui revient annuellement, tous les 10 mai de chaque année. Et j'ai souhaité, parce qu'on me l'a permis, mettre les femmes à l'avant, donc les femmes noires, plus précisément. Et j'ai donc créé, on va dire, mis en scène ce petit spectacle avec ces 10 femmes qui lisaient toutes des textes écrits par des femmes qui n'étaient pas forcément noires, mais des femmes qui parlaient de la condition noire. Donc ça a donné lieu à un spectacle qui s'est produit au théâtre Marguerite Duras, dans le quartier des Chartrons, et qui était rempli. Voilà, c'était notre grand moment de bonheur. Le spectacle était rempli, donc il s'agissait de lectures, vraiment c'était des lectures scénarisées. Donc c'est-à-dire j'ai donné aussi carte blanche aux lectrices pour s'exprimer par leur corps, pour laisser librement venir leurs paroles, comme elles le sentaient, leur silence. J'arrivais comme chef d'orchestre, comme metteur en scène aussi, puisque j'avais quand même orchestré une petite chorégraphie
en rejoignant, en séparant ces femmes sur la scène, un peu à l'image des voyages de la période de l'esclavage, si on peut parler de voyage. Mais c'était pas forcément ces femmes qui avaient écrit ces textes, c'est ça? Ah non, c'était des textes effectivement d'auteurs. Donc on avait un texte par exemple d'Olympe de Gouges, D'accord. on avait un texte de Léonora Miano, de Christiane Taubira aussi. Et il y avait aussi des textes de chansons comme... je ne me souviens plus son nom, ma baby j'espère, ça m'échappe, et tout le monde aura reconnu. Et donc voilà, donc c'était des textes d'autres auteurs. Et les femmes qui étaient sur scène, pour certaines, elles écrivent pour certaines, d'autres pas du tout. Hein. J'avais beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout cette expérience de l'écriture, ni même de la lecture. Et puis on avait tous les âges, puisque la plus jeune avait, je crois, de mémoire 16-17 ans, jusqu'à la plus âgée qui avait à peu près 65-68 ans. Donc, voilà. De 7 à 77 ans. C'est ça. Et donc les lectrices, ce qui est important, c'est que ces femmes qui étaient sur scène étaient donc de tous âges, mais également autant de noires que de blanches. Donc pour moi, c'était aussi important de pouvoir avoir cette mixité sur cette petite scène. Alors on voit à travers ce que vous dites que la question d'écriture est une question essentielle dans votre famille. Et si vous le permettez, comme vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais dire à nos auditeurs que vous avez 2 sœurs qui sont effectivement romancières. Et vous animez des ateliers d'écriture. Et est-ce qu'on peut penser que peut-être vous ne vous autorisez pas à écrire ? Je pense que je m'autorise à écrire puisque je le fais dans l'enceinte des ateliers, mais pas de la même façon. Alors j'ai essayé, en fait, je pense que la première tentative d'écriture, on va dire ouverte, c'est-à-dire destinée à, j'ai essayé d'écrire sur moi, sur voilà un point particulier de ma vie, et puis en fait j'avais beaucoup de choses à dire, mais les mots en tout cas ne sont pas venus, ne sont pas sortis de moi. Alors c'était trop tôt, je sais pas. En tout cas, c'était pas le meilleur canal pour moi d'exprimer ce que je ressentais, ce que j'avais pu vivre éventuellement. Et donc je me suis dit, ce n'est pas la peine de persister dans cette voie, sachant que parallèlement, j'entretenais beaucoup de correspondances avec des personnes proches ou moins proches, et qui constituaient pour moi aussi un moyen de m'exprimer, mais de façon différente, c'est-à-dire de parler de moi, de parler de ce qui m'anime, de ce qui m'entoure, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait souffrir, sans pour autant le dire de façon directe ou de le transmettre à un grand public un peu anonyme finalement. Donc je pense que ce moyen d'écriture ne me convenait pas, et que c'est pour ça que, alors je l'ai pas vécu comme un échec, mais en tout cas j'ai renoncé à me dire, malgré les encouragements de mes sœurs, j'avais commencé à écrire un manuscrit qui a été remis à une de mes sœurs, et puis je lui ai dit non, que je ne souhaitais pas qu'elle le lise, je ne souhaitais pas qu'elle apporte des corrections, un regard critique en tant qu'écrivaine, elle confirmée. Et finalement, ce manuscrit est quelque part, je ne sais pas où, entre Bordeaux et les États-Unis, je crois. Et donc voilà, donc j'ai cherché quand même un autre moyen de m'exprimer, tout en sachant que les mots pour moi étaient importants, mais pas par un roman, pas par une autobiographie publiée dans un livre, quelque chose comme ça. Alors pour vous, les lettres, si j'entends bien, hein, les lettres, c'est un moyen privilégié de communication ? Oui, et malheureusement, on ne s'écrit plus. On ne s'écrit plus. Alors j'ai quelques personnes avec lesquelles des amis avec lesquels j'entretiens des correspondances. Vous savez, quand vous êtes, c'est la nuit, il n'y a plus aucun bruit, tout est calme, tout est noir. Et puis voilà, vous avez envie de parler avec quelqu'un. Et puis pas forcément de dire à haute voix, ni même de murmurer, mais simplement de transmettre des idées du moment, sans forcément d'intention, sans rien attendre non plus en retour, et de les livrer comme ça. Donc j'ai la chance d'avoir quelques amis qui répondent aussi sur ce même mode d'expression. Et oui, c'est important parce que c'est une façon de dire sans forcément avoir des mots sur un état, sur une situation, mais simplement livrer une émotion ou un sentiment du moment.
C'est une façon pudique, en tout cas, de communiquer. Ouais. Et je demande toujours à mes invités la chanson qui les accompagne. Et Isabelle, vous avez choisi Sleep de Elliot Moss. I won't keep watching you. Slip, slip, slip through your hands. Alors nous avons écouté Sleep de Elliot Moss. Pourquoi cette chanson, Isabelle ? Alors, déjà pour situer, c'est un album de 2015 qui s'appelle High Speed. Alors, je suis pas du tout, je suis très mauvaise en anglais, mais ça doit vouloir dire la rapidité, enfin voilà. Et puis Sleep, ça veut dire glisser. Et cette chanson, la première fois que je l'ai entendue, ça a été vraiment, enfin j'ai été complètement bouleversée. Et parce qu'elle exprime beaucoup de choses, elle exprime l'amour, elle exprime le mouvement, elle exprime la nostalgie. Je la trouve très mélancolique et en même temps quelque chose de très profond, de joyeux, de réalisé en fait. Et sleep, ça veut dire glisser en anglais. Et je trouve que cette chanson, elle nous amène vers ça, vers le fait de tout lâcher, de glisser, de se laisser complètement aller. De se laisser glisser. Voilà. Et je trouve qu'elle est merveilleuse, cette chanson. Et là, en l'écoutant, j'ai des frissons parce que c'est une belle voix. C'est très lent. C'est très très lent malgré le titre de l'album. Et c'est de la poésie, tout simplement. C'est vraiment une très très belle poésie. Oui, alors, je ne comprends pas du tout les paroles de cette chanson, hein, voilà. Mais justement, je trouve que c'est ce qui est intéressant avec l'art de façon générale, là pour parler de la musique, c'est justement le fait de pouvoir ressentir cette émotion sans finalement comprendre la langue, sans comprendre le langage qui est parlé. Mais voilà, ça n'empêche pas la réception des émotions. Et exactement comme pour l'écriture, parce que quand on sait manier les mots, eh bien, on peut provoquer ça aussi, une très très grande émotion. Et Aimé Césaire il décrivait la poésie comme que la poésie c'est l'art de dire quelque chose en ayant l'air de ne rien dire. Et moi, quand j'écoute cette chanson, je comprends pas. Donc, je me dis, il dit des choses, je ne sais pas ce qu'il dit. Et puis, en même temps, tout est dit dans ce morceau-là. Et donc, je rejoins la définition de Césaire pour ça. Oui, on est plus dans l'émotion que dans la compréhension. Tout à fait, tout à fait. Le sens n'est pas nécessaire pour ressentir l'émotion. Obligatoirement, oui, effectivement. Oui. Et donc, pour glisser sur justement les ateliers d'écriture que vous proposez, un des derniers, je crois, La Voix de son être, que j'ai trouvé sur le blog de Patricia Grange, Papillon de mots, très joli titre, entre parenthèses. Qu'est-ce qui vous inspire, Isabelle, pour ces ateliers ? Alors, les ateliers, j'ai beaucoup participé, j'ai participé à beaucoup d'ateliers et je continue de participer parce que c'est pour moi aussi le plaisir d'écrire et puis de découvrir. Et j'ai, sur l'insistance, on va dire, de mes animateurs, commencé à animer des ateliers donc au printemps dernier. Et ce qui m'intéresse dans ces ateliers, c'est ce qui amène à l'écriture. C'est-à-dire le geste qui amène à l'écriture, le geste qui amène à poser les mots sur le papier, et des mots qui sont posés et qui correspondent pas forcément à ce qu'on avait au fond de soi, et qu'on ne savait pas du tout qu'on avait, et qu'on ressort comme ça, mystérieusement, généreusement sur le papier. Et ce qui m'intéresse dans ces ateliers, c'est d'amener les personnes à écrire, à sortir de ce qu'elles sont, et qu'elles se surprennent elles-mêmes. C'est vraiment mon but dans l'atelier, c'est que les personnes, au fur et à mesure, se surprennent elles-mêmes et qu'elles repartent avec une petite frustration en se disant « j'aimerais encore écrire, j'aimerais encore dire et j'aimerais encore lire ».
aussi, parce que ça fait partie de l'atelier. Et ce qui m'anime, c'est ce mouvement, parce que écrire, c'est ça, c'est physique, c'est le geste qui va traduire la pensée. Et la pensée, quand elle passe par le corps, quand elle passe par la main, quand elle passe par le sang, quand elle passe par la langue, elle va se transformer, elle va se déformer, elle va grossir, elle va s'affiner, et puis en fait, elle va devenir vivante. Et c'est ce processus qui m'intéresse dans l'atelier d'écriture. Oui, on voit qu'il y a une véritable don de vous, et que vous amenez les gens à véritablement se surprendre, en fait, c'est ça? Oui, Le don, c'est très important, parce que dans l'atelier d'écriture, il est question de don, effectivement, de donner au papier, de donner à la feuille ce qu'on a en soi. Et puis, c'est une expérimentation de l'écriture, de sa propre écriture, mais c'est aussi un lieu d'échange. Donc, il faut être prêt à recevoir les textes des autres, et il faut être prêt aussi à offrir son propre texte, sans attendre en retour des critiques ou un regard, puisque moi, les ateliers que j'anime n'ont pas cette visée littéraire qu'ont d'autres ateliers qui sont vraiment différents des miens et qui sont plutôt orientés sur une technique d'écriture, sur une valorisation de l'écriture. Dans ce que j'expérimente, il est plutôt question de se laisser aller, de laisser les mots aller comme on a envie, comme chacun a envie, sans forcément donner des pistes d'écriture, parce que j'ai pas cette légitimité, et surtout sans aucune critique, avec une grande bienveillance, et puis simplement écouter et sourire à la réception d'un texte. Et tous les textes provoquent de toute façon quelque chose. Et le fait d'être en atelier à plusieurs, c'est cette interaction entre chacun qui fait que de toute façon, chacun se sent à sa place, même celui qui n'a jamais écrit, même celui qui dit qu'il n'a rien à dire, et même celui qui a peur, qui a peur de parler, qui a peur d'être jugé. Finalement, à la fin de l'atelier, chacun retrouve sa légitimité à transformer sa pensée. Mais pourquoi écrire, Isabelle Canor? Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on pourrait s'en passer de l'écriture, non? Oui, parce que en fait, alors il faudrait peut-être définir écriture. Alors je suis pas le dictionnaire. Donc pour moi, l'écriture, c'est un geste, c'est un mouvement, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui part vraiment du corps. Et on peut s'exprimer autrement. L'écriture, elle peut se faire aussi par le corps, par exemple. Elle peut se faire par la peinture. Donc il y a différentes formes d'écriture, ce qui va différencier l'expression corporelle de l'expression artistique, de l'écriture sur les mots. Enfin, ça va être le canal. Et effectivement, moi j'utilise le canal des mots pour m'exprimer, mais je pense qu'on peut se passer d'écrire si on peut s'exprimer autrement. Donc s'exprimer par le corps ou par la peinture ou par la musique, c'est aussi un mode d'expression. Donc l'écriture est un mode d'expression. Je pense qu'on peut se passer d'écrire, puisque il y a des personnes qui n'écrivent jamais, et qui pour autant ne s'en portent pas plus mal. Alors le fait de ne pas savoir écrire est considéré un petit peu comme un handicap social, et en même temps, des personnes n'ont pas forcément non plus l'idée d'amener sur un papier, d'amener par le canal des mots ce qu'elles ont à dire. Ça peut être une rencontre, c'est ça que vous voulez dire? C'est aussi. ça. Et en fait, alors même pour ces personnes qui sont, on va dire, éloignées de l'écriture ou éloignées de la lecture, je pense au public dit en difficulté, même ces personnes, quand elles se retrouvent finalement face à une consigne, à l'écoute d'une consigne, dans un groupe, avec une feuille posée en face de soi et un stylo, finalement, si l'animation est faite de façon très bienveillante et puis à amener à ce processus d'écriture, de toute façon, il ressort quelque chose. Ça va déclencher des choses. Ça déclenche. Et ça, c'est pas pour rien que les ateliers d'écriture se développent beaucoup dans les milieux carcéraux, des institutions où il y a des enfants en difficulté, ou des adultes aussi en grande difficulté d'écriture et de lecture. Les ateliers permettent ce retour, en tout cas cette reconnaissance un petit peu de l'écriture. Et puis ça permet, je pense que mais comme pour toute expression d'art, je pense que ça permet aussi aux personnes de se dire waouh, j'ai écrit ça.
Voilà, il y a une espèce de fierté, il y a des étoiles qui brillent dans les yeux des participants. Et puis même quand ils ont peur de lire, eh bien, elles prennent leur respiration, ces personnes, avant de commencer. Des fois, elles se lèvent. Et puis ça part, ça jaillit comme ça. Et puis finalement, on sent bien qu'à la fin du texte, il y a une envie encore d'aller dans ce vide, de continuer. Et ça, c'est magnifique. Oui, Ouais. on voit que c'est quelque chose qui vous touche énormément, en tout cas. Et vous l'avez pas en face de vous, mais moi j'ai Isabelle en face de moi, et on voit que ses yeux brillent. C'est quelque chose qui vraiment la porte. Et j'ai suivi un atelier d'Isabelle, et on ne peut pas dire que vos ateliers d'écriture, effectivement, suivent une méthode scolaire. Vous sortez vraiment des sentiers battus, j'ai été surprise. Et est-ce qu'on peut dire que vous extirpez la voix des êtres? Oui, c'est ce que je cherche. Alors, je ne cherche pas, l'atelier rédaction. Je cherche vraiment à sortir du scolaire. Je laisse cette tâche difficile aux professeurs et puis aux enseignants de façon générale. J'essaye de mêler dans mes ateliers effectivement des sons, du toucher. Voilà. Alors là, Fabienne, vous avez assisté effectivement à de mes ateliers sur la voix. C'est qu'est-ce qu'on entend quand qu'on entend une voix, qu'est-ce qui se passe en soi quand on entend notamment une voix qu'on ne comprend pas, comme je parlais de tout à l'heure de cette chanson tout à l'heure. Comment on retraduit. On avait écouté une voix qui parlait dans un langage qui nous était totalement inconnu. C'est tout ça, à fait. si je me rappelle bien. Voilà, donc personne ne connaissait l'arménien en l'occurrence, le groupe qui était nombreux. Et finalement, tout le monde a entendu quelque chose. Et ce quelque chose, c'était une langue qui évoque des voyages, un inconnu. Certains ont reconnu effectivement en tout cas, la région du monde de laquelle était issue cette voix. Et puis surtout une tonalité. Voilà, on avait un homme qui parlait avec une voix très grave, très rauque, et qui laissait passer beaucoup, beaucoup de choses dans sa voix. Alors, certains de nos auditeurs pensent peut-être, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, que les ateliers d'écriture sont réservés à une certaine élite. Alors, pour clarifier pour nos auditeurs, qui peut participer à vos ateliers, Isabelle? Et qu'est-ce que vous leur conseilleriez si effectivement ils sont loin de l'écriture? Alors, en fait, les ateliers ne sont pas réservés à une élite, sauf si on a envie d'écrire un livre, de le présenter à un prix, ou écrire un recueil de nouvelles. La plupart des ateliers aujourd'hui sont adressés à beaucoup de personnes qui même éloignées de l'écriture peuvent trouver leur place au sein de l'atelier. Ce qui est important, c'est dans les ateliers, on est là pour convoquer l'imaginaire, pour faire sortir ce qu'il y a vraiment au fond de soi. On a tous quelque chose en soi, on a tous une imagination, même si certains disent moi je j'ai pas du tout d'imagination, j'ai jamais rien à dire, c'est faux. Mais il y a des déclencheurs d'écriture. Alors effectivement, si vous installez quelqu'un ou un groupe autour d'une table et vous leur dites d'écrire sur le cœur, par exemple, rien ne sortira, alors qu'on a tous à dire quelque chose sur le cœur, quel que soit, Si, en revanche, vous amenez ces personnes de façon indirecte à parler du cœur, par des procédés, donc ce à quoi vous avez assisté, donc ça peut être l'écoute de son, ça peut être écouter d'autres textes, d'autres auteurs, c'est regarder d'autres choses, noter des mots, puiser des mots, inventer des mots, et puis ensuite récolter tous ces mots pour construire autre chose. C'est pour ça que mes ateliers sont progressifs, c'est-à-dire qu'on va écouter, on va se nourrir d'autres choses, et puis on va se constituer un petit vivier de mots qui nous sont propres ou qu'on va emprunter aux auteurs. Et à partir de ça, on va pétrir, on va malaxer, on va décomposer les mots, on va aller trifouiller les mots, on va chercher des choses qu'on n'entendait pas forcément comme ça dans un autre contexte. Mais le fait de se mettre en écoute, ça favorise aussi, ça facilite l'écriture et d'y aller progressivement. Donc non, c'est pas réservé à une élite, même si au départ, dans l'origine, dans l'historique des ateliers, on avait des ateliers qui étaient organisés en université.
Et puis petit à petit, on a eu des ateliers qui sont devenus un peu plus ludiques avec le mouvement Oulipo notamment, où on avait un jeu de contraintes, des consignes très particulières, mais qui libèrent aussi l'écriture. Et puis finalement, au fur et à mesure, on est arrivé sur des ateliers où on part d'une matière. Et ça, c'est par exemple François Bon. C'est ce que vous faites avec... Tout à fait. Oui, on n'a pas évoqué Tout à fait. François Bon, oui. Et puis je crois qu'on n'aura pas... On n'aura pas le temps. Malheureusement. Le temps nous presse. Mais alors, juste pour terminer sur votre question, c'est pour le conseil que je peux donner aux auditeurs. Il y a des ateliers qui sont très bien faits. Pour ça, c'est ceux du GFEN, enfin toutes les personnes qui sont affiliées au GFEN, le groupement français d'éducation nouvelle, qui organise justement des ateliers d'écriture pour faciliter l'écriture et qui sont ouverts à tout le monde, puisque la devise du GFEN, c'est tous capables. On est tous capables d'écrire. D'accord. C'est vraiment la devise. Donc finalement, quel que soit son degré d'écriture, même son autre degré zéro de l'écriture, pas celle de Barthes, mais de la sienne, on peut participer à ce genre d'ateliers qui sont très faciles, très très accessibles et puis très peu coûteux. Très bien. Donc on va peut-être en 2 mots, puisque le temps que nous presse, comme on a dit, nous parler de votre actualité, Isabelle. Et mon petit doigt m'a dit que vous aviez pour projet l'animation d'un atelier d'écriture itinérant en Martinique, c'est ça ? Tout à fait. Donc à partir de janvier, du 7 janvier précisément, jusqu'au mois de juin, je vais partir de façon régulière pour animer des ateliers d'écriture en randonnée qui ont vocation aussi à valoriser le territoire, donc l'île de la Martinique. Donc on a organisé, je suis en train de concevoir toute une série d'ateliers pour destiner aux Martiniquais, mais également aux personnes qui vivent sur l'île, pour parler de leur île. Donc l'atelier d'écriture leur permettra de parler autrement de leur île, à travers la poésie par exemple d'Aimé Césaire ou de Franck Étienne, qui est haïtien, pas martiniquais, mais voilà, à travers le corps, voilà, ça c'est très important parce que j'ai un projet aussi au niveau du corps, et à travers plein d'autres choses qui peuvent sensibiliser les Martiniquais. Voilà. Notre émission Confidence pour Confidence arrive à sa fin. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis et merci beaucoup également à Isabelle Canor d'avoir accepté de parler des ateliers d'écriture à nos auditeurs. Merci Fabienne. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer sur Facebook le Labo des Lettres. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.